Nous sommes dans le thème 5, le management stratégique, les choix en matière d'animation et de mobilisation des hommes. Avant d'aborder ce troisième chapitre, je souhaiterais que vous preniez donc papier et crayon, que vous notiez au fur et à mesure les questions qui vous viennent, des choses qui vous paraissent, compliquées ou que vous n'avez pas comprises. Et puis, je vous demanderai aussi à un moment donné, lors de la présentation de ce diaporama, de faire un petit travail. Alors, commençons ce troisième chapitre. Peut-on entretenir durablement la motivation des hommes par la seule rémunération? Le plan. Quels sont les déterminants d'une politique de rémunération? Comment les politiques de rémunération ont-elles évolué? Quels sont les facteurs de motivation et quelles sont les causes et les conséquences du stress au travail? Avant de démarrer ce chapitre, un petit sondage intitulé « Qu'est-ce qui est le plus important donc pour les salariés dans le travail ?» Et nous constatons à ce niveau-là qu'il y a deux choses qui paraissent très importantes, le niveau de rémunération et les conditions de travail quasiment à part égale. Et puis, un petit peu plus loin derrière, l'intérêt du métier. Alors, le niveau de rémunération, tout le monde peut comprendre, hein, c'est évidemment le salaire. Les conditions de travail, il s'agit notamment du cadre du travail, c'est-à-dire l'ambiance, le climat social, mais également l'aménagement du temps de travail, la durée du travail. Donc, voilà ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut mettre derrière les conditions de travail pour un salarié. Nous allons donc démarrer par le grand 1. Quels sont les déterminants d'une politique de rémunération? Les objectifs d'une politique de rémunération. On va voir la définition. Ensemble des choix liés à la rétribution des salariés. Alors, une première explication, c'est la notion de rétribution. Qu'entend-on par rétribution? Eh bien, c'est une rémunération en espèces, donc ça c'est l'argent que l'on a, que le salarié va avoir pour son pouvoir d'achat, et en nature. En nature, cela peut être des logements de fonction ou une voiture de fonction. Donc on entend bien ici cette notion de rémunération en espèces et en nature. Les objectifs de la politique de rémunération. On l'a vu, rétribuer les salariés, donc les rémunérer, les attirer. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal actuellement dans une période économique où le taux de chômage est relativement élevé. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans certains secteurs d'activité, le taux de chômage, est à l'inverse de la courbe traditionnelle, à savoir qu'on manque de main-d'œuvre. Et donc, il faut avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée, que l'on ne trouve pas forcément dans certains secteurs d'activité, notamment dans l'informatique. Il faut aussi savoir motiver les salariés, parce que la motivation est source de performance, notion que vous avez vue l'année dernière. Et enfin, fidéliser le salarié. Pourquoi il est important de fidéliser le salarié? Pour la bonne et simple raison que lorsqu'effectivement vous avez les salariés qui quittent souvent l'entreprise, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir former les nouveaux salariés qui arrivent, et cela a un coût, et cela n'est pas gage de stabilité pour l'entreprise. On va voir les contraintes. Chaque organisation définit sa politique de rémunération en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Alors, les contraintes, quelles sont-elles? La contrainte juridique, respecter le salaire minimum, donc nous avons vu ça en droit. Le salaire minimum étant le SMIC, on ne peut pas payer en dessous du SMIC. Respecter la convention collective, c'est-à-dire les règles établies entre les branches professionnelles, et respecter le principe d'égalité, notamment égalité homme-femme. Au niveau du salaire, bien sûr, entre autres, ou bien au niveau des heures de travail. Contrainte économique, comme son nom l'indique, on a vu ça en économie, donc rechercher la compétitivité prix. Donc l'objectif, c'est que l'entreprise soit compétitive par rapport à ses concurrents, et donc ça passe par la maîtrise donc, des coûts salariaux, et notamment, surtout, si l'entreprise choisit une stratégie qui est la domination par les coûts, c'est-à-dire faire en telle sorte que l'entreprise soit la moins chère possible par rapport à ses concurrents. La contrainte sociale, donc rechercher l'équité interne, externe, afin de maintenir la cohésion sociale et fidéliser les salariés. Donc l'équité, c'est quoi? C'est un équilibre qu'il doit y avoir au sein de l'entreprise, afin qu'effectivement, les salariés se sentent bien, se sentent à l'aise dans l'entreprise et qu'ils forment un groupe
Et ce groupe va donc permettre, à partir du moment où le salarié se sent bien dans l'entreprise, il va effectivement, je dirais, être fidèle donc à son entreprise. Nous avons passé ici au grand 2, comment les politiques de rémunération ont-elles évolué. Donc on va voir les composants de cette rémunération. Le salaire fixe, c'est-à-dire le salaire de base. On prend le taux horaire fois le nombre d'heures réalisées sur le mois. On peut également y intégrer les primes d'ancienneté, le 13e mois, les avantages en nature, on les a évoqués précédemment. Et donc, ce salaire fixe va répondre aux besoins de sécurité du salarié, c'est-à-dire il va effectivement être, le socle de son pouvoir d'achat. Donc, gérer cet argent sur lequel il pourra effectivement, compter. Le salaire variable, les primes, les commissions, les bonus, une prime notamment, lorsque par exemple une entreprise a décroché, géré un marché. Donc ce sont effectivement les salariés qui sont concernés, peut-être parce que le salarié a contribué à ce nouveau marché. Les commissions propres aux commerciaux en règle générale, et puis les bonus qui peuvent effectivement être donnés par service. Alors, ce type de salaire variable encourage la performance individuelle, c'est-à-dire c'est propre à chaque salarié. Ça ne va pas être pour un collectif, mais ça va être quelque chose d'individuel. Une rémunération différée, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent en fin d'année, c'est la participation au bénéfice, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise fait ou réalise un bénéfice, eh bien, il y a une partie de ce bénéfice qui va aller vers les salariés. Pareil pour l'intéressement. Le plan épargne entreprise, le salarié épargne, l'entreprise également, et l'entreprise verse une prime sur ce plan d'épargne. Et donc là, par contre, on va encourager la performance collective, puisque ça c'est attrait, et c'est fait pour que ce soit diffusé à l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, nous constatons au sein des entreprises ou des organisations une individualisation des salaires, c'est-à-dire que c'est chacun qui va pouvoir obtenir une promotion, mais ce n'est pas parce que son collègue a obtenu une promotion que lui aussi va obtenir une promotion. Donc on est bien ici dans le cadre de l'individualisation des salaires. L'objectif, c'est quoi? C'est de rechercher cette flexibilité et surtout ces sources de motivation. Le salarié se sent beaucoup plus concerné que s'il était noyé dans un groupe. Quels sont les facteurs de motivation donc, de notre salarié? Avant tout, évidemment, la satisfaction des salariés. Donc, il y a la rémunération, on l'a vu, mais il y a également l'intérêt des tâches. D'où la formation. La formation, est importante puisque, en règle générale, une formation va enrichir les tâches. Et donc, plus que les tâches sont riches, plus qu'elles ont de l'intérêt et sont intéressantes. L'environnement de travail, le cadre de travail, le climat, ça peut également être, des services supplémentaires que peut proposer, l'entreprise. On a vu ça en séance de gestion, notamment avec IBM qui proposait, je sais pas, un pressing par exemple, ou bien une garderie pour les enfants. Et la sécurité de l'emploi qu'on retrouve beaucoup dans les grandes entreprises, en règle générale, donc ce qui permet aussi aux salariés d'être beaucoup plus sereins. Et à partir du moment où le salarié est serein, il est satisfait et donc cela favorise la motivation donc, de ce salarié. Le manager doit veiller à répondre aux besoins d'appartenance, de reconnaissance et d'épanouissement de ses salariés, chose que nous avons vue l'année dernière en séance de gestion, où effectivement, il faut qu'il y ait donc cette notion d'appartenance, de cohésion sociale que l'on retrouve ici. Le salarié a besoin effectivement, de se reconnaître, d'être reconnu par ses pairs. Qu'est-ce que j'entends par pair? Par ses collègues, mais également par sa hiérarchie. Il a besoin de s'épanouir. Et là, en règle générale, ça devrait vous faire penser à la pyramide de Maslow, donc qui est classée en cinq besoins. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin de s'accomplir. Donc à ce niveau-là, à vos feuilles, je souhaiterais que vous trouviez un exemple, de besoins pour gérer ces 5 catégories que sont physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime, besoin de s'accomplir. Donc, cherchez un exemple, au sein d'une organisation, comment est-ce qu'un salarié, va pouvoir répondre à ces 5 besoins au niveau de la pyramide de Maslow.
La culture de l'organisation, encore une fois, une transversalité en sciences de gestion, avec une définition, ensemble de valeurs, de normes, de rituels, de pratiques, de codes partagés par les membres d'une même organisation. Je ne reviens pas, ce sont des choses que vous avez, ce sont des notions que vous avez vues l'année dernière. L'objectif de cette culture d'entreprise, et notamment les valeurs, permettent de quoi? De renforcer ce sentiment d'appartenance. On l'a vu notamment chez McDo, où effectivement dans cette entreprise, il y a un fort sentiment d'appartenance. Hein, j'appartiens à l'entreprise, notamment par la tenue vestimentaire. On renforce la cohésion sociale, hein, le fait qu'effectivement tout le monde se sent en groupe, tout le monde aime gérer son entreprise, et tout le monde a donc un objectif commun. Et on va orienter les comportements individuels, puisqu'effectivement, ces comportements individuels vont permettre d'avoir un facteur de motivation. Les conditions de travail, on l'a vu, l'organisation du travail, combien de temps je travaille par jour, est-ce que je peux faire du temps partiel, le contenu du travail, donc ça c'est l'enrichissement des tâches, les relations au travail auront un impact sur le bien-être et la santé du travailleur. Alors, en effet, je dirais la santé du travailleur, pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'à partir du moment où un travailleur est présent au sein de l'entreprise, eh bien, automatiquement, il va se sentir détendu. Donc, vers une gestion des carrières valorisantes, la gestion des carrières avec des perspectives d'évolution peut être valorisante. Cela permet de satisfaire le besoin de reconnaissance et les sources de motivation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Des perspectives d'évolution, c'est-à-dire que le salarié a besoin de se projeter. Et donc, il a aussi ce besoin, je dirais, d'estime hein, de soi. Et donc, à partir de là, il a besoin qu'on lui donne un avenir. Et il a aussi besoin de ce besoin de reconnaissance que l'on retrouve à nouveau dans cette pyramide de Maslow. Et si on prend ces deux besoins, eh bien, on a ici tous les ingrédients pour que le salarié soit motivé. Et la motivation passe par quoi? Notamment par la promotion, ou bien par une mobilité interne, on lui offre un autre poste, je dirais, qui serait susceptible de mieux lui convenir, ou bien qui souhaite tout simplement demander. En 4, nous verrons ici quelles sont les causes et les conséquences du stress au travail, parce qu'évidemment, il y a souffrance au travail. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a souffrance au travail? Eh bien, parce qu'il y a des techniques managériales qui sont stressantes. Exemple qu'on peut effectivement citer ici, c'est l'entreprise Orange, où effectivement les salariés avaient beaucoup de difficultés à accepter les mutations. En règle générale, ils restaient entre un an et demi sur leur poste de travail. Donc le fait de muter, de changer tout le temps de travail, ça les stressait. Du coup, cela va entraîner une dégradation de la performance sociale. Encore une fois, une notion que vous avez vue en sciences de gestion. Et notamment, il y avait des indicateurs que vous retrouvez ici, l'absentéisme, le turnover, les accidents du travail, un manque de qualité. Donc le turnover, petit rappel de qu'est-ce que c'est que le turnover, hein, c'est le taux de rotation, du fait que les salariés partent de l'entreprise. Évidemment, puisque le taux de rotation est élevé, cela signifie que les salariés ne restent que très peu de temps au sein de l'entreprise. La dégradation de la performance sociale eh bien, a une répercussion sur la baisse de la performance économique, c'est-à-dire que la performance économique baisse. Il y a donc une baisse de la productivité, une dégradation de l'image de marque. N'oubliez pas que vous êtes en management, et en management, je dirais, à partir du moment où on a une baisse de productivité, certainement une baisse de chiffre d'affaires, cela va engendrer une baisse de bénéfices, et cela va entraîner, je dirais, eh bien, un problème de survie peut-être à court, moyen ou long terme de l'entreprise. Donc, du coup, on n'assure plus la pérennité de l'entreprise. Voilà, cela terminant ce chapitre donc 3 concernant la motivation des salariés. Nous allons procéder de la façon suivante. Donc, vous avez vu cette vidéo. Vous pouvez évidemment vous la rediffuser. Et lors du prochain cours, vous prendrez donc vos feuilles de papier, vos notes, et vous pouvez me poser les questions, sur les termes qui vous paraissaient difficiles ou bien des concepts que vous n'avez pas compris. Et donc, nous passerons une dizaine de minutes, un quart d'heure à expliquer ce cours
Et puis ensuite, on passera directement à l'application où vous travaillerez de nouveau, je dirais, ou par deux ou bien individuellement. Ça, nous déciderons ensemble. Voilà, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. On verra bien si cela fonctionne. Allez, au prochain cours. À bientôt.